Le 25 avril 2016, le secrétaire général Xi Jinping se rend au village de Xiaogang, dans le district de Fenyang de la province de l'Anhui. C'est la première fois qu'il vient dans cette localité, et il s'y intéresse déjà depuis 38 ans. 这次到安徽来考察，专门到小岗村来看一看，这也是我的一个心愿。我是在1978年我来过这里，就是没有到小岗村，我到了滁州。当时来我记得一本那个笔记，我还都收藏着呢，印象很深刻啊，因为这是我改革开放以后啊接触农村的，可以说是这个改革的第一课。 当时就是来学习。 En passant en revue l'histoire du village de Xiaogang, le secrétaire général dit avec émotion « Les villageois ont mis tout ce qu'ils avaient dans une œuvre, et cette œuvre est finalement devenue le début et le symbole de la réforme en Chine. » La réforme des structures économiques en Chine commence par les régions rurales. 当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权。一个生产队有了经营自主权，一小块地没有种上东西，一小块水面没有利用起来搞养殖业，社员和干部 就要睡不着觉，就要开动脑筋想办法。 Fin 1978, au moment où Deng Xiaoping prononce ce discours, dans cette maison au toit de chaume, au sein de l'équipe de production de Xiaogang, 18 paysans appliquent l'empreinte de leur pouce sur le contrat d'exploitation forfaitaire intégrale. « 那是群众呢，肯定呢不会能再要饭，所以呢，我们呢就是制定了一个呢，就是欠国家的，那后集体的，剩下就是自己的。 Yan Hongchang était le chef adjoint de l'équipe de production de Xiaogang. C'est lui qui a rédigé le contrat. Jusqu'à aujourd'hui, il se souvient encore clairement du texte du contrat. 我们分田到户，每户户主签字盖章。 如以后能干，每户保证完成每户的全年上缴和公粮，不再向国家伸出要求任务。如不成，我们干部坐牢杀头也甘心。大家社员也保证把我们小孩养活到18岁。 Yan Hongchang ne s'imagine pas à ce moment-là que le système d'exploitation forfaitaire va non seulement changer la vie des villageois de Xiaogang, mais aussi préluder à une réforme économique dans les régions rurales chinoises. L'année suivante, l'exploitation forfaitaire intégrale apporte une très bonne récolte à l'équipe de production de Xiaogang. Pour la première fois en 20 ans, ce village qui vivait des aides de l'État promet plus de 30 000 kilos de céréales à l'État. Et chaque foyer connaît une abondance. 当时县里的县委在研究这个问题的时候也非常慎重，没有人反对的，但是有人担心，就怕这个是犯政治上的错误。开始我这搞了以后，我怎么办？我手下跟陈云松商量的，我说我这已经搞起来了，我说怎么办？他说我双手赞成。然后我小朋友讲小朋友说不要争论，你就这么干下去就完了。 En mai 1980, Deng Xiaoping fait un discours important dans lequel il salue les initiatives de réforme des paysans. Il dit « Certains camarades craignent que cela ne nuise à l'économie collective. Je pense que ce n'est pas la peine d'avoir une telle crainte. »
En général, le problème principal du travail lié aux régions rurales, c'est que la pensée n'est pas suffisamment libérée. Avec le soutien de Deng Xiaoping, un grand nombre d'autorités locales donnent libre cours aux initiatives des paysans dans leurs choix et expérimentations. Fin 1984, 99% des équipes de production dans l'ensemble du pays adoptent le système d'exploitation forfaitaire à base familiale. Deng Xiaoping dit, non sans émotion, que la réforme rurale est une grande création des paysans chinois. En octobre 1983, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État publient l'avis sur la séparation des services administratifs et des communes populaires et la création des gouvernements de bourgs. Cela met fin au système dans lequel les communes populaires jouent les rôles d'organisation administrative et économique en même temps. La réforme rurale est un grand succès en faveur du boom des entreprises rurales. Les paysans s'appuient sur les atouts de leur région pour explorer des modes de développement adaptés aux conditions locales. Lu Guanqiu, de l'usine des charnières universelles de Xiaoshan, dans la province du Zhejiang, signe le contrat forfaitaire avec le gouvernement du bourg. Ce mode d'exploitation permet à cette entreprise rurale de devenir la première entreprise chinoise de pièces détachées pour automobiles à entrer sur le marché américain. Le boom des entreprises rurales change rapidement le paysage des régions rurales chinoises. En 1987, on compte plus de 17,5 millions d'entreprises rurales, réalisant un total de 476,4 milliards de yuans de valeur de production, soit 50,4% du PIB des régions rurales, dépassant pour la première fois le produit agricole national. Le développement des entreprises rurales entraîne aussi l'émergence de petites villes et bourgs. La structure ville-campagne en Chine connaît dès lors un changement progressif et des conditions favorisant la modernisation des régions rurales à la chinoise sont créées. C'est dans les régions rurales que la réforme connaît ses premières percées. Dans ce processus, le PCC fait en temps opportun le bilan des innovations des paysans et travaille à promouvoir les réformes selon les conditions sur place, réalisant de profondes transformations sociales. La réforme du système économique en ville s'inspire de celle à la campagne, mais elle est bien plus compliquée. Après le 3e plénum du 11e comité central du PCC, la réforme du système économique en ville, axée sur l'accroissement de l'autonomie des entreprises, se généralise progressivement dans le pays. En avril 1979, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État décident de mener des expérimentations dans 8 grandes entreprises publiques. La réforme, visant à accroître l'autonomie des entreprises, apporte un changement au régime classique de l'économie planifiée. Avant la réforme, les entreprises publiques produisent selon le plan national. Après, elles doivent vendre leurs produits selon les besoins du marché et se soucier des bénéfices. Le 25 juin 1979, l'usine de machines-outils de Ningjiang au Sichuan fait une publicité dans le quotidien du peuple, la première du genre depuis la réforme et l'ouverture. Suite à cela, l'usine reçoit un très grand nombre de commandes et vend plus de 1000 machines en Chine et à l'étranger. Le chiffre d'affaires flambe, tout comme le salaire des ouvriers.
En juin 1980, environ 6600 entreprises bénéficient de la réforme. Le 2 septembre, le Conseil des affaires d'État fait circuler le rapport de la Commission économique nationale sur l'expérimentation de l'élargissement de l'autonomie des entreprises et les mesures à prendre, décidant de généraliser la réforme sur l'ensemble des entreprises industrielles publiques dès 1981. En 1979, les jeunes instruits retournent dans les villes en nombre. Pour atténuer la pression sur l'emploi, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État prennent la décision de soutenir le développement des économies collectives et individuelles. Est ainsi installé un système économique marqué par la domination de l'économie publique et la coexistence des économies de différentes natures. En juin 1979, In Cheng-shi à Beijing quitte son poste au bureau du quartier pour créer une maison de thé à Tianmen, avec une vingtaine de jeunes instruits retournés en ville. Leur petite entreprise ravive la mémoire de la vieille Beijing et ravive l'art de vivre à la pékinoise. À Wuhu, province de l'Anhui, l'auto-entrepreneur Nian Guangjiu emploie des centaines de personnes pour vendre ses graines de tournesol de marque Shadze, dépassant de loin le nombre de 8 employés fixé par le règlement de l'époque pour les entreprises individuelles. Certains veulent proscrire l'entreprise Shadze. Deng Xiaoping répond : si nous le faisons, les gens parleront de changement de la politique. Ils seront inquiets. Nous n'avons rien à craindre en laissant Shadze se développer. Le socialisme a-t-il été affecté? 邓小平讲话，他是为了，不是为杀了一个人，为了全国人民来指导完人。我们的事业靠党的政策，党的政策有稳定，我们的事业就发展快。 En 1981, le Conseil des affaires d'État publie des mesures sur l'économie individuelle non agricole. Les auto-entrepreneurs deviennent des travailleurs légaux. À mesure que la réforme se poursuit, l'ouverture sur l'extérieur réalise aussi des percées. En juillet 1978, Shi Zhongxun, gouverneur de la province du Guangdong, choisit la rue Zhongying au district de Bao'an pour mener son enquête. Cette rue séparait la prospérité de l'île de Hong Kong et le marasme de la partie continentale. Shi Zhongxun se met alors à planifier le développement de cette région limitrophe avec Hong Kong. En octobre 1978, la province du Guangdong soumet au gouvernement central un rapport sur la construction des bases commerciales et l'urbanisation des districts de Bao'an et de Zhuhai, proposant de transformer ces deux districts en municipalités. En janvier 1979, la province du Guangdong et le ministère des Transports soumettent conjointement un rapport au Conseil des affaires d'État, proposant de créer une zone industrielle à Shekou. Le comité central du PCC donne l'aval. Avec les travaux de démolition, la première zone industrielle chinoise ouverte au monde extérieur voit le jour à Shekou. En mars 1979, le district de Bao'an, dans la province du Guangdong, est transformé en la ville de Shenzhen, sur l'approbation du Conseil des affaires d'État. Le 8 avril 1979, le premier secrétaire du comité du PCC pour la province du Guangdong, Shi Zhongxun, a indiqué : le Guangdong est à côté de Hong Kong et de Macao.
et compte de nombreux ressortissants chinois. Il faut en profiter pour mener des échanges économiques et technologiques avec l'extérieur. Il faut donner libre cours à l'initiative du Guangdong pour créer des zones de transformation et d'exportation à Shenzhen, Zhuhai et Shantou. Les responsables du comité du PCC pour la province du Fujian expriment l'envie de faire de même. Deng Xiaoping, après avoir écouté le rapport de Xi Zhongxun à ce sujet, répond « Appelons ces villes des zones spéciales. Le gouvernement central n'a pas de budget, mais vous aurez des politiques de soutien. À vous de réussir. » Le 26 août 1980, la Chine crée officiellement ses zones économiques spéciales. La 15e réunion du comité permanent de la 5e Assemblée populaire nationale approuve la décision du Conseil des affaires d'État de créer des zones économiques spéciales à Shenzhen, Zhuhai et Shantou au Guangdong et à Xiamen au Fujian. Le son des explosifs à Shekou retentit encore dans la mémoire des gens et la zone économique spéciale de Shenzhen montre au monde extérieur sa vitalité et la grande force de la réforme et de l'ouverture en Chine. Shenzhen等经济特区的成功实践，充分证明党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好，办得水平更高。L'année 1979 marque le début de la réforme en Chine. Les nouvelles pratiques ne cessent d'aiguiser les esprits et de donner naissance à de nouvelles idées. Le 26 novembre, alors qu'il rencontre des invités étrangers, Deng Xiaoping avance une idée toute nouvelle. Le socialisme n'est pas incompatible avec l'économie de marché. Le 6 décembre, lors de son entretien avec le Premier ministre japonais Masayoshi Ohira, Deng Xiaoping souligne « Les 4 modernisations que nous voulons réaliser sont des modernisations à la chinoise. L'objectif de la Chine pour le XXe siècle est de réaliser une société de moyenne aisance. » La compatibilité du socialisme avec l'économie de marché et la réalisation d'une société de moyenne aisance, voilà le premier profil du double objectif de la réforme du système économique et de la modernisation en Chine. Au moment où les Chinois avancent vers cet objectif, une question majeure se pose. Quelle est la voie à poursuivre pour réaliser le développement ? Le 1er septembre 1982, Deng Xiaoping a déclaré devant le 12e congrès du PCC. 把马克思主义的普遍真理通过我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。 Construire le socialisme à la chinoise répond à l'importante question posée sur la voie à poursuivre par la Chine après sa réforme et son ouverture sur l'extérieur. C'est aussi un grand repère qui donne le cap à la réforme, à l'ouverture sur l'extérieur et à la modernisation socialiste pour la nouvelle période. Reste à savoir ce qu'est le socialisme à la chinoise. Il faut en faire une explication théorique et pratique. Le 20 octobre 1984, le 3e plénum du 12e comité central du PCC adopte la décision du comité central du PCC sur la réforme du système économique. La décision rejette l'idée classique d'opposer l'économie planifiée à l'économie de marché et qualifie l'économie socialiste chinoise d'économie de marché planifiée sur la base de la propriété publique. Deng Xiaoping apprécie ce document qui constitue l'économie politique, combinant les principes du marxisme et la pratique socialiste chinoise. Il dit «
C'est un bon document, car il explique ce qu'est le socialisme, avec des formules toutes nouvelles. Je pense que c'est très bien expliqué. Au printemps 1984, Deng Xiaoping se rend à Shenzhen, Zhuhai et Xiamen, saluant la construction des zones économiques spéciales. Le gouvernement central décide d'ouvrir 14 villes côtières de plus. Les entreprises publiques jouissent de plus d'autonomie dans leur exploitation. La première génération de travailleurs migrants part de la campagne pour les villes. Cette année-là, le premier satellite de télécommunication expérimentale de la Chine est lancé. La première équipe d'enquête scientifique chinoise arrive en Antarctique. La Chine obtient sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques. L'équipe féminine de volley-ball devient pour la 3e fois consécutive championne du monde de volley-ball féminin, suscitant l'enthousiasme patriotique de tous les Chinois. Le 1er octobre, un défilé militaire est organisé sur la place Tiananmen pour célébrer le 35e anniversaire de la République populaire de Chine. C'est le 12e défilé militaire organisé depuis 1949 et le premier depuis 1959, après 25 ans d'interruption. Dans la foule, des étudiants de l'université de Pékin brandissent la banderole « Bonjour Xiaoping » pour montrer leur respect et leur amour à l'architecte en chef de la réforme et de l'ouverture. La réforme et l'ouverture mobilisent l'enthousiasme des scientifiques. En mars 1986, Wang Daheng, Wang Ganchang, Yang Jiachi et Chen Fangyun soumettent au comité central du PCC une proposition de développer des technologies de pointe. Deng Xiaoping répond sans tarder en disant qu'il faut prendre rapidement une décision sans traîner. 这小平同志重视啊，所以我们报告打上去3天他就批了，这样子才国家决定花一大笔投资。 在从事这方面的工作。那么我们4个人都是搞科学的，没有经费概念。这个王干昌同志因为原来是2机部兼职副部长，稍微知道一些这个概念。他说大概几千万块钱。后来张俊富跟我们说，他说国务院已经初步决定准备花100个亿。 100个亿，他说是1000万。所以我们就吓了一大跳，吓了一大跳。En novembre, le comité central du PCC décide d'appliquer le programme 863 pour le développement des hautes technologies. Des milliers de scientifiques coopèrent dans leurs domaines respectifs. La recherche des hautes technologies entre dans une nouvelle ère en Chine. Du 25 octobre au 1er novembre 1987, le 13e congrès du PCC se tient à Beijing. Le congrès fait une explication exhaustive de la théorie sur le stade primaire du socialisme et définit la ligne fondamentale du PCC au stade primaire du socialisme. Il s'agit d'un centre et 2 points fondamentaux, à savoir la construction économique s'appuyant sur les 4 principes fondamentaux et la politique de réforme et d'ouverture. Sous l'impulsion de Deng Xiaoping, le Congrès élabore la stratégie de développement en 3 étapes
pour réaliser la modernisation au milieu du XXIe siècle, dessinant ainsi le plan pour la construction du socialisme à la chinoise. Le PCC trouve ainsi le chemin du socialisme à la chinoise, en combinant les principes fondamentaux du marxisme avec la réalité chinoise. Ce chemin est frayé et élargi grâce aux efforts d'exploration et d'innovation de l'ensemble du peuple chinois, sous la direction de la deuxième génération des dirigeants du PCC, unis autour de Deng Xiaoping, en suivant la ligne idéologique de libération de la pensée et de recherche de la vérité dans les faits.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都